Bonjour YouTube, comment ça va? Dans le chat, dites bonjour à YouTube. Bien sûr, on est en live sur Twitch pour ce débrief et ce récap du CFD du round 1. J'espère que vous allez bien. Ça va être incroyable parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans le chat, ils disent tous bonjour à YouTube. Comment vous dire que cette manche 1 du CFD a tout simplement été phénoménale et réussite. Incroyable. C'est la première nocturne de l'histoire du CFD. Ils ont géré ça de main de maître, mais ça on en reparlera plus tard dans les tops et dans les flops. Voilà, donc on va commencer directement avec la catégorie loisirs. Un petit mot quand même sur la catégorie loisirs, parce que il faut savoir que ça a été incroyable tout au long du week-end, mais la catégorie loisirs a été incroyable, notamment un pilote en wildcard qui a montré tout son talent et qui doit être dans le chat sûrement, parce que il attendait de me parler, il attendait ce live et le débrief absolument, et j'ai dit que cette année je parlerai des loisirs, et il est là effectivement dans le chat. On va voir son run ensemble. C'est tout simplement Brian Roman qui a gagné la première manche qui a gagné la première manche du CFD en catégorie loisirs. On va voir son run ensemble. Il a été très propre tout au long du week-end. Vraiment très propre. Il a survolé la compétition. Ses deux notes sont au-dessus pratiquement des notes des autres compétiteurs du loisir. Il a vraiment éclaboussé son talent. Je m'y attendais un peu. Il le sait que je m'y attendais un peu. Sa ligne est propre avec 450 chevaux, c'est ce qui suffit. En loisir, on le répète et on le répétera sans arrêt. Et c'est un très beau run avec un drift style à 90, une ligne à 28. Vraiment incroyable. On parlera aussi des plans de caméra du CFD qui ont été incroyables tout au long du week-end. Donc voilà. Également, on va revenir sur les autres compétiteurs, mais je voudrais d'abord féliciter à Brian Roman, qui est sa première victoire et sa première compétition. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie en wildcard cette année au CFD. Quelle catégorie, je ne sais pas. Voilà, il ne serait pas impossible qu'il aille en pro, peut-être. Il a la place d'aller en pro. Après, tout reste à savoir en battle. Il était extrêmement stressé, donc battle et qualification, c'est pas la même chose. Entre pro et élite, c'est un grand pas. Mais j'ai surtout trouvé vraiment un très beau coup de volant et fait mériter. Et il faut rappeler que ce jeune homme vient du Simu. Il s'est beaucoup entraîné cet hiver, mais il vient du Simu. Donc je suis dégoûté qu'il fasse pas toute la saison. J'espère qu'il fera toute la saison l'année prochaine, en pro sûrement. Donc voilà. Je prends mes notes vite fait, excusez-moi. Deuxième place pour Junker, qui est lui aussi une wildcard. Donc le président de Vecnova, qui a fini à une très belle deuxième place. Je cherche son run pour qu'on regarde un peu. Voilà, avec la S14, qu'on reparlera plus tard, de Severin Stoekli. Troisième place pour Marien. Ouais, c'est Marien son nom de famille, qui a roulé avec la voiture de Miguel Da Silva, qui est en pro également, une 236 V8 4 litres 4 turbo, qui a très bien roulé aussi, mais qui reste en dessous du niveau de Brian. Donc voilà, également très belle entrée à la matière pour DCY Drift, qui a que 6 mois de drift et qui se qualifie à la 6ème place. Bravo à lui, c'est pas facile, donc très belle surprise de le voir pas au fond du classement. Donc je pense qu'il y a certains qui ont du mal. Après, salut Polo, salut à tous. Brian, il a demandé à finir la saison. Donc on aurait peut-être Brian. Alors il serait pas impossible, moi je mets pas ma main à couper, mais je pense que Brian pourrait faire une saison à Delingringe il y a 2 ans. Je sais pas si vous vous en rappelez, où il avait totalement tout gagné, quasiment tout gagné. Donc voilà.
Bah, en fait, c'est plutôt le CFD qui repropose des wildcards. Ah, et voilà. Et Marien, donc voilà, qui finit à une belle 3e place. Qui aura une belle 3e place dans les derniers instants et qui a volé la 3e place à... Est-ce que je la retrouve par là, là? Là, c'est les pros. Ah, une superbe 4e place à Gaël Maillet. Gaël, qui a très bien roulé. Moi, je l'ai trouvé vraiment qui a très très bien roulé. Ça fait vraiment plaisir parce qu'elle a le niveau, elle a arrêté de stresser. Et Gaël qui a failli accrocher son premier podium en 2 ans en catégorie loisirs. Donc, très content. Très belle entrée d'ailleurs. Très beau déclenchement. Là, je crois que c'est son 2e run justement. Ouais, c'est son 2e run. C'est avec lequel elle va finir 4e. Donc, bravo à elle. C'est pas une surprise. Mais voilà. Encore quelques petits trucs, mais superbe 4e place pour Gaël. Bah voilà, pour les loisirs. Elle roule bien et la voiture est fiable. Ouais, la voiture est fiable et elle risque de faire une moitié de l'année avec elle. Donc voilà, avec ce nouveau covering assorti à la caisse de son compagnon, qu'on parlera plus à l'heure. Voilà, avec une ligne à 25 quand même sur 30. Voilà, bravo à tous en loisirs. Mais on parlera aussi des tops et des flops de la catégorie loisirs. Passons à la catégorie pro. Et là, il y a des choses à dire. Les choses à dire concernant la catégorie pro. Alors, la catégorie pro, les qualifications. Donc je vous rappelle qu'il n'y a que 24 pilotes engagés, si je dis pas de bêtises, ou 25 avec les wildcards. Un top 16, donc 16 qualifiés sur les 25 seulement, ou sur les 24. Ça fait pas beaucoup de place. On va voir, ça fait bien battu. Déjà pour les qualifs, mais il y en a un qui est sorti du lot, et donc je vais revenir à lui vite, et tout de suite même. J'ai le timecode en plus, putain c'est super. Oh merci. Merci à Jules. Merci à Jules pour l'abonnement. Merci à toi, c'est super adorable. Merci. On est bientôt à l'objectif de 50 abonnements. Je m'attendais pas à ce que la catégorie élite. Je m'attendais pas à ce que la catégorie pro soit aussi bien qu'on voit celle de l'élite. Alors, à ce qui paraît, pendant les essais hier, la veille et le vendredi, les pros, c'était pas ouf. J'ai entendu par rapport aux élites qui ont mis la barre très haute. Et on va parler de cet homme qui a fait la pole. Pas sorti de nulle part parce qu'on connaît son talent et tout, et c'est vrai qu'il m'a surpris, surtout en faisant des entrées tout le week-end comme ça. Séverin Stéocli qui a été incroyable tout au long du week-end, des super belles entrées. Il va faire une superbe pole. Il a très bien roulé tout au long du week-end. On verra ses battles aussi. Il a été très agressif en battle. Vraiment très très beau week-end de la part de Séverin. Et on en reparlera un peu après tout à l'heure de ses battles. Mais belle qualification de sa part. Du coup, après on va voir le classement des qualifications. Je l'ai là. Yes. Alors, le classement des qualifications qui était vraiment très très bien. Il y a eu quelques petites surprises. Voilà, il y avait 25 pilotes. Putain, je suis trop fort. Première place pour Stoekli, 2e place pour Tena. Bah, Tena mérité, qui est avec la voiture d'Axel François, mais qu'on va voir qu'il a eu un peu plus de mal en battle. 3e place pour Dylan Kenak, qui lui aussi aura un peu du mal en battle. Et 4e place pour Eric Girard, totalement à sa place dans cette catégorie. Le revenant Pascal Dia, 5e, 6e. La wildcard Anthony Bronzino, donc on parlera tout à l'heure. Benoît Berton, 7e. Thomas Fouillade, notre favori chez Drift Actu, 8e place. Dimitriou à la 9e place. William Pell à la 10e. Gilio, l'autre wildcard à la 11e place. Vincent Ferreira, 12e. Je m'attendais à mieux de la part de Vincent Ferreira, il le fait, mais il n'a pas eu un week-end facile, Vincent Ferreira. Il a très mal débuté le week-end. Juste derrière, son comparse de son équipe, Miguel Da Silva, excusez-moi.
Xavier Diebold avec la l'ancienne E92 de Locatelli qui se classe 14e, David Meunier 15e et 16e Garcia. Donc il faut savoir que les 3 wildcards ont été qualifiés. Donc voilà, 17e place malheureusement pour quelques points en plus, je l'ai vu tout à l'heure sur les trucs, pour Loyonnais qui a totalement stressé, je vous jure, il a pas montré tout son talent, il le sait, je l'ai déjà fait engueuler ce week-end, donc, mais je sais qu'il verra ça et qu'il reviendra plus fort. Il y a eu beaucoup de surprises. Boris Ramos, pareil, je m'attendais à ce qu'il se qualifie. Luc Metz, pareil, le vice-champion. Le vice-champion et le champion de la catégorie loisirs de l'année dernière qui ne sont pas qualifiés. Compigne également. Denis Bertrand, c'est vraiment dommage. Caratas qui a fait ce qu'il a plu avec la voiture, je sais, et qui reviendra plus fort. Et donc voilà, donc on va passer au top 16. Un top 16 qui s'est montré vraiment... Vraiment. Alors, avant de venir à ça, j'ai revu le top 16 tout à l'heure, les gars. Et purée, en fait, il s'est passé plein de choses pendant ce top 16 et ce top 8. Et il y a pas mal de trucs à dire, en fait, sur la catégorie Pro. Vous saviez que j'en attendais beaucoup. Et franchement, on a des choses bien sympas pour la catégorie Pro. On va passer directement au truc. Déjà, on va montrer le tableau des top 16. Tout simplement, je cherche. C'était la guerre. Ah bah, William, on va parler d'un battle contre toi, contre Prozino tout à l'heure qui m'a vraiment régalé. Mais quand je te dis régalé, c'est vraiment régalé. Alors, premier battle, donc on aura Stoicri contre Garcia, ensuite Fouillade, Dimitriou, Girard, Da Silva, Lia, Ferreira, Kenak, Diebold, Bronzino, Giglio, Berton, William Pell, Meunier, Tena. On va revenir sur 2 battles, si je dis pas de bêtises. On va revenir sur 2 battles. D'abord, je vais revenir sur le Dimitriou Fouillade et après sur le One More Time entre Meunier et Tena. Parce que c'est un cas d'école et il y a pas mal de choses à dire. D'abord, on va avancer sur le Dimitriou qui est le 5e battle, 6e battle. Je sais plus où il est. 3e battle. Il est là. Et en fait, je vais vous montrer un truc. C'est à quel point... à quel point Thomas Fouillade, avec le peu de chevaux qu'il avait, il arrive à faire un chase plus que convenable. Et quand je dis un chase plus que convenable, c'est plus que convenable. Donc on est parti. On rappelle qu'il a 300 chevaux de moins que lui, que Dimitriou, et il est vraiment dans sa porte. Genre, il est vraiment collé dans sa porte. Fait un excellent travail de chaser. Il fait exactement ce qu'on lui demande en chase. Il est dans la portière, il prend pas de risque. Et sur la fin, il est vraiment collé à lui et fait un très bon chase de la part de Fouillade, hein, qui va remporter ce battle d'ailleurs. En fait, pour ceux qui... C'est quoi comme monteur? C'est un S... je crois que si je dis pas de bêtises, c'est un S54 tout court. Atmo. Donc, voilà quoi. On n'a pas plus de 200 ou 300 chevaux. Et il arrive à rivaliser avec des plus grosses puissances. C'est ça qui a fait sa renommée à Thomas Fouillade, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et d'ailleurs, cette compacte ne sera pas sa voiture officielle. Je vous laisse découvrir la surprise que sera sa voiture officielle. Mais en tout cas, Fouillade nous a régalé avec cette compacte. Donc voilà. Et un autre battle sur lequel je vais revenir, là qui est vraiment plus... où il y a vraiment des choses à dire. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y a... Ouais, merci beaucoup Brian, désolé, un F54. Donc on a un John Tena contre un Meunier. Je sais pas si c'est le One More Time ou... C'est le One More Time? C'est le One More Time. On va voir les 2 battles. En fait, j'aimerais revenir sur ce battle parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Sur le papier, John Tena est favori face à David Meunier, beaucoup plus d'expérience en battle, etc. Donc David Meunier qui déclenche sur le premier battle face à un John Tena juste derrière qui fait
qui fait ce qu'il peut avec la voiture et qui le suit très très bien, mais qui va faire un spin. Et d'ailleurs, j'oublie avant ce qui va se passer, parce que ça, c'est le battle retour. Je suis désolé, les gars. Je m'identifie. Je fais les choses mal, les gars. Je suis désolé. John Tena fait une faute sur son run chase, mais David Meunier, lors du premier run, prend beaucoup d'angles, beaucoup trop d'angles, et se sort. Donc double 0, one more time. Mais c'est sur le one more time que je voulais revenir. Et là, je pense que c'est passé inaperçu. J'ai pas vu trop de commentaires dessus. Bien sûr, comme je le répète, les gars, je vais le répéter plusieurs fois, les gars, parce que des fois, c'est pas assez... on ne remet pas en cause les jugements. Loin de là, je remets pas en cause avec les jugements. J'ai des très bons contacts avec les juges, etc. Et donc voilà. Moi, j'ai juste mon avis maintenant. Et voilà. Et en fait, sur le battle retour, ce qui va se passer, c'est que John Tena démarre en chase, en lead, contre David Meunier. David Meunier qui a beaucoup de mal derrière à le suivre. John Tena qui est vraiment, qui s'applique vraiment sur la ligne, qui rate un peu le clip là, mais là qui est bien extérieur. Il n'y a qu'une roue dehors, pas deux. C'est très propre de la part du pilote suisse. Mais derrière, donc là, il y a un avantage pour John Tena. On est d'accord. Donc on voit le battle retour. Le battle retour se passe beaucoup mieux pour John Tena. John Tena qui est bien plus à proximité que David Meunier. Et là, il va se passer un truc. On a vu un contact. Il va avoir un contact entre David Meunier et John Tena. Et c'est passé inaperçu hein, sur le... On le voit là. À l'intérieur, d'ailleurs, super caméra intérieure en direct du CFD, encore une fois. Il y a eu un petit contact. Mais ce qu'on n'a pas vu au ralenti, juste derrière. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent dans le chat? Je pense qu'il y en a qui s'en souviennent. Tout ce qui va se passer lors du dernier passage, c'est que la voiture de John Tena continue à être en glyphe et David Meunier va se remettre droit. Donc, pour les juges, donc David Meunier a clairement arrêté la glisse alors que Tena, pas vraiment. Les juges ont donné la victoire à Meunier. Alors, et ils ont dit, j'ai relu, ils ont dit que pour eux, John Tena n'avait pas arrêté le battle, n'avait pas arrêté sa glisse, donc il est en faute, et donc du coup, c'est David Meunier qui passe. Alors, moi je pense que c'est vrai qu'il y a une faute d'inadvertance de la part de Tena, d'avoir fait trop de proximité avec Meunier sur la fin. Donc, le jugement, je le comprends totalement. Maintenant, on a vu que cette sortie, il a failli avoir contact plusieurs fois. Et donc là, pour les juges, c'est Meunier qui l'emporte après ce contact. Parce que si tu spins, même après que ton run soit fini, même après que la ligne d'arrivée soit finie, si tu spins, ton run, c'est 0. Et donc, c'est une victoire de Meunier. Donc, sur cette partie-là, je trouve que ça a été bien jugé. Parce qu'effectivement, John Tena se rapproche très, beaucoup trop proche de Meunier sur la fin du run. Et c'est ce qui le coûte totalement. On le revoit encore au ralenti. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je vais lancer d'ailleurs une petite... J'ai envie de savoir ce que vous en pensez dans le chat. Donc je vais lancer une petite... Est-ce que je l'ai? Faire un petit sondage. Alors, à vous, à qui est la faute? Tena ou Meunier? Moi, je trouve que ça a été bien jugé et qu'effectivement, on est sur... donc voilà, vous pouvez voter dans le chat, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. On en reviendra après, William. Ok? Petite question. Souviens-tu plus s'il y a un clip extérieur sur la ligne d'arrivée? Il n'y en a pas. Sur la ligne d'arrivée, il doit arriver au milieu, les gars. Donc voilà. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir. Donc la faute est clairement de... Pour vous, la faute est clairement de John Tena. La ligne d'arrivée est loin derrière... Quand Tena spin. Alors, Mathieu, pour t'expliquer, c'est même après la ligne d'arrivée, il ne doit pas spinner. Et le run doit être totalement fini.
C'est-à-dire que même s'il remet droit, etc., s'il spin, c'est 0. Même si la ligne d'arrivée, c'est avant le dernier virage. C'est comme ça, c'est voilà. Donc, totalement. C'est logique qu'il va arrêter son drift. Après, c'est après la ligne, donc faut pas se coller autant. Voilà. Donc voilà. Donc vous pensez clairement que c'est la faute de Tena. Donc c'est un bon jugement de la part des juges. Donc ça a été très bien jugé. On aura quelques cas similaires au cours de la soirée. Au cours du week-end. Donc voilà. Donc on passe au top 8. On aura un beau battle, un beau Stoically Fouillade. On aura un Gérard Vincent Ferreira. On aura un Diebol qui fait qualifier contre Kenak. Après une erreur de Kenak. Malheureusement, Dylan Kenak, qu'on adore, qui a fait une petite erreur. En fait, qui a sauté sa vitesse. Et donc, ça a été un faux départ. Pas de déclenchement. Donc, il prend 0 direct. Ce qui l'a empêché de passer au round suivant. On aura un Bronzino contre Diebold, effectivement, et un William Pell contre Meunier. Donc ça fait un petit top 8 bien sympa, bien énervé. Et en top 8, on va se regarder 2 battles. Donc déjà, je vais revenir sur le Stoically Fouillade. Parce que Stoically Fouillade, les gars, eux, ils sont capables d'aller se battre vraiment pour le titre. Hein. Salut Yo Mendes, j'espère que tu vas bien. Le Stoically Fouillade qui a été incroyable. Hop, oh, oula. On a eu des très beaux battles, mais celui-là, en particulier, je pense que c'est le plus beau battle de la catégorie pro. Clairement, largement même. On va revenir dessus, on va se le mater ensemble parce que il faut savoir. Hop. Toi, dégage. Excusez-moi. C'était très long, j'avais mis tous les timecodes. Alors. Est-ce qu'on peut voir... Alors, voilà. On va revoir aussi... Voilà. On va revoir aussi la piste. Donc, le clip extérieur au 1 après le déclenchement. Le bandeau clip 2 à la fin du virage. Voilà, où il faut vraiment se coller. Il y a un clip 3 ici. Où on les a vus vraiment à l'intérieur, quitte à bouffer le vibreur. Clip 4 à l'extérieur. Un bandeau au clip 5 bien à la fin du virage. Ensuite, petite transition, clip extérieur sur le 6. Après, tu allonges sur le 7. Petite transition et le clip 7 qui vient se coller juste avant le dernier virage. Et la ligne d'arrivée, comme tu vois, qui est totalement droit. Alors, on passe à un très très gros battle du coup. Que j'attendais beaucoup. Parce que Stoically qui a montré un niveau impressionnant. Stoically qui va déclencher très fort une nouvelle fois. Pour très très gros déclenchement de Stoically qui est quasiment à l'écart. Fouillade qui prend moins d'angle, forcément il a moins de chevaux, donc il est obligé de faire avec. Mais qui est dans la portière de Stoically quand même. Et qui enchaîne. Stoically qui sort un très bon lead, mais Fouillade qui s'applique vraiment vraiment derrière et qui est quand même là. Là c'est là où on voit un peu plus la différence de chevaux. Mais Fouillade qui s'en sort très très bien sur son battle aller, hein. Très très bien de la part de Thomas Fouillade. Hein. Et là, il y a 500 chevaux d'écart. Ce pilote, quand il va avoir des chevaux, ça va être quelque chose. Et le battle retour entre les deux pilotes. Désolé, Drift Actu, j'avais un problème avec mon chien. D'accord. Pas de souci, Gabi. J'espère que ça va aller. Le battle retour avec Thomas Fouillade en lead. Stoically qui partait un peu loin des... ayant plus de chevaux, je pense qu'il partait un peu loin des leaders. Mais qui va sortir un run chase, mais incroyable. Qui va faire un banger en run chase. Devant Fouillade qui va sortir un très très beau run également. Mais Stoically qui est vraiment dans sa portière de bout en bout jusqu'à la fin. Sans gêner le leader, et c'est là où tu vois que Stoically pourrait vraiment être un prétendant pour le titre parce qu'il a vraiment été fort. Il a vraiment été très fort sur ce run. Et malheureusement, bah, beaucoup plus de proximité pour Stoically, donc c'est Stoically qui va l'emporter. Mais quelle belle battle Fouillade qui est tombé sur un très très gros morceau. Un très gros morceau. Donc Stoically qui avance et malheureusement qui sort. Alors le deuxième battle de David Meunier, après un premier battle qui fait jouer en One More Time, on a un battle entre William Pell et
David Meunier, William Pell qui démarre en lead. Avec un super déclenchement de William Pell. William Pell qui a régalé ce week-end, hein, qui a vraiment très très bien roulé. Clairement la faute, en aucun cas la faute est à William. C'est juste que David aurait dû... Il a remis de l'angle et aurait dû. Donc 0, avantage William sur le premier passage. Je pensais que Xavier allait faire un meilleur top. Je ne l'ai pas trouvé à l'aise encore avec la voiture. Pour être honnête, pour Xavier Diebol. Malgré qu'il a fait un très bon top 8 et fait un très très bon résultat de sa part. Et voilà. Donc ça fait 0, ça fait 10-0 pour William. Très beau lead au passage de William qui a régalé hein, ce week-end. Mais on verra sur le battle d'après. Hein. Bah pour moi oui les gars. Hein. Je sais pas si on peut le revoir au ralenti mais en aucun cas William gêne David Meunier. Hein. En aucun cas il le gêne. Hein. Regarde. En aucun cas. Il est trop sur l'angle en fait. David Meunier la voiture se freine, elle est trop sur l'angle, c'est tout. Désolé pour le bruit de micro. Mais quand même, il s'en sort plutôt bien. Sur la fin, malgré que c'est un 0, puisque c'est clairement un regrip. Alors, sur le battle retour. William, tu es dans le chat toujours, je pense que tu es dans le chat. William en chase. David Meunier en lead. Et William va taper David. 2 fois même. 2 fois. La deuxième fois, c'était pas obligé, mais bon. Pour vous, qu'est-ce qui va se passer ici, les gars, dans le chat? Moi, je sais parce que j'ai vu ce qu'ils ont dit les jurys. Il y a clairement un manque de vitesse de la part de David Meunier. Mais quand je dis un manque de vitesse, c'est flagrant. Le juge le dit. On demande un run qualif. Oui. Ça a été fait. Ouais, mais totalement. Et par rapport à David Meunier, Meunier était à l'arrêt et surtout il était très lent. Il était 20%. Alors à la base, il y a les règles des 10%. Vous savez, s'ils sont 10% moins rapides que leur qualification, c'est mort. Ils ont 0. Il était, d'après Nuno, il était à 20% en dessous la ligne. Il était à 20% en dessous de sa vitesse normale, de sa vitesse qualif, donc c'est 0 direct. Et William le tape, pas en arrivant trop vite, c'est que William a respecté totalement son leader. Et on voit très bien que David, il est très lent, quoi. Et donc voilà, est-ce qu'il a eu une coupure moteur? Est-ce qu'il a eu un problème? Voilà. Mais William va passer en... Salut Rastapanda, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si Meunier a eu une panne ou une coupure, ou je sais pas. Mais quoi qu'il arrive... il a freiné et voilà. Malheureusement, c'est une fin de battle pour lui. Donc, avance. Et William Pell qui avance. C'est pour ça qu'on n'est pas juge. Oui, c'est pour ça qu'on n'est pas juge non plus. Oui, c'est pour ça que je le redis. On a un très beau top 4. Voilà, je voulais vous garder ce banger pour après. Donc, on a un très beau top 4. Donc, Soekli qui fait en sortie de fouillade et qui avance vers pratiquement un week-end parfait en atteignant le top 4. Un Eric Girard qui est totalement à sa place dans ce top 4, qui a fait un incroyable week-end aussi, qui a été très 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 constant tout au long du week-end, qui s'est défait de Vincent Ferreira. Oui, après David a réussi à aller. Oui, clairement, après on ne sait pas, mais c'est ce que les juges ont dit, quoi qu'il arrive. Ensuite, la wildcard, Anthony Brosino, qui sort pas de nulle part. Il a beaucoup roulé, il roule beaucoup. Je vais revenir à lui après parce que là on va voir le prochain battle qui est le deuxième banger de cette sélection, de ce top 16, qui est tout simplement le battle entre Anthony Brosino et William Pell. En direct du boulot malheureusement. Désolé les gars. Ouais mais on essaye d'être là, hein. Quoi qu'il arrive de toute façon. On est tous ensemble, on est là. Merci pour tous ceux qui sont là. On est 57 en live. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner ou de follow à la chaîne. Je pense que tout le monde s'est fait à peu près. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Ça pourrait nous aider énormément. Et si vous avez un compte Prime, vous pouvez le faire gratuitement en mettant votre compte Prime en lien avec le compte Twitch. Et vous l'avez gratuitement. Et ça nous aiderait énormément. Merci à vous. Et on avance vers le top 4. Et ce petit banger entre Anthony Brosino et William Pell. William Pell, d'ailleurs, tu peux me dire dans le chat qu'est-ce que tu en as pensé un peu d'Anthony Brosino au cours de ton battle?
Parce qu'on a eu un super battle. Je me suis régalé à le revoir la dernière fois. À me le revoir là tout à l'heure et c'était vraiment sympa. William Pell qui est pareil, qui mérite d'être en top 4, qui est un vieux briscard maintenant hein, du CFD, on va pas se mentir. Ça fait ça fait plus de 6-7 ans qu'il roule. Superbe 30 de la part d'Anthony Brosino, qui a été constant, qui a été un chaser incroyable, constant, régulier, une ligne qualif impeccable, mais surtout son point fort c'est vraiment le chase. Je le kiffe. Bon bah cool alors. Et donc c'est parti, Brosino qui démarre en lead, William Pell qui est juste derrière, qui va se rapprocher mais qui perd un peu de excusez-moi, c'était le vrai kiff de rouler avec, trop bien. Brosino qui tient, les gars, Brosino qui tient super bien la ligne. Hein. On pourrait reparler de la ligne. Donc William Pell, donc je reviens au chase de William. Donc William qui démarre très fortement son chase avec beaucoup de proximité, mais qui va en perdre par la suite et ça va faire comme un accordéon. Là c'est un super déclenchement de la part des deux, très synchro. William Pell qui vient se coller un peu tôt dans la portière pour moi. Brosino qui est très propre en lead. Derrière William qui revient fort dans ce 5e clip. Ensuite, un peu intérieur pour William Pell. Pendant ce temps-là, Anthony Brosino déroule totalement et sort un lead incroyable. William Pell prend un peu d'angle vraiment pour la proximité, mais c'est un très beau battle surtout. Brosino qui a régalé tout le week-end. Anthony qui a régalé tout le week-end. Et ensuite... Je n'avais pas beaucoup d'expérience en battle, mais ça a été mon battle préféré. Ça se voit que vous prenez du plaisir, parce que Anthony Brosino, il a été incroyable. Et toi aussi, William, t'as pris des risques tout au long du week-end, ça a payé, c'est un top 4 pour toi. Et c'est amplement mérité, mec, totalement. Anthony Brosino qui va être un peu plus régulier sur son chase, hein, qui va être beaucoup plus proche, ça va pas faire des accordéons de la part du pilote à la E30. Qui notamment va être un peu plus extérieur, un peu plus appliqué à la ligne. Mais c'est un très très beau battle de la part et c'est logique qu'Anthony Brosino s'impose contre William Pell au chase à chase. En fait, il a été plus régulier en chase, tout simplement. Mais ils nous ont régalé, ils ont totalement mérité leur place en top 4. On a eu un one more time entre Eric Girard et Stoically. Assez étonnant d'ailleurs. Je regarde ce que j'ai noté. Ah oui, on va revoir juste le déclenchement je voulais remontrer un déclenchement de Stoically lors de son premier battle. Parce que voilà, il va avoir one more time parce qu'en fait, il y a eu un regrip Oh, le déclenchement, mais il est à la limite de sortir. Non, c'est trop. Stoically, ses déclenchements ce week-end, c'était trop, hein, vraiment. Ouais, les déclenchements de Stoically ce week-end, c'était vraiment trop. Waouh. Vraiment, vraiment, vraiment trop. Et en fait, il va avoir one more time parce que Eric Girard regrippe lors du premier passage. Et lors du deuxième, Stoically va mettre 2 roues dehors, tout simplement. Et Stoically va l'emporter juste derrière. Pendant le one more time où il va avoir moins de battle. Donc on va avoir une très belle finale. Une très belle petite finale. Ah bah tu rediras William, tu reverras le replay, mec. Tu peux revenir un peu en arrière ou sinon je le mettrai. De toute façon, elle sera mise sur YouTube, hein, cette vidéo. Donc, alors, je voulais revenir sur un point. Moi qui m'a étonné et ils n'ont pas répété. Est-ce que ça vous a pas choqué ouais, ça. La présentation avant la finale des participants. On l'avait jamais fait avant. Moi, j'ai trouvé ça... Un peu, ça a cassé le rythme. Et je pense que ça pouvait sortir les pilotes de leur top 32. De leur top 16. J'ai trouvé ça un peu, genre... pas nécessaire. Je suis peut-être un vieux relou en disant ça, puisqu'ils l'ont pas fait pour les élites le soir. Hein. Mais je trouve ça dommage. C'était pas forcément... Salut Dano, j'espère que tu vas bien. C'était pas forcément...
obligatoire. Voilà, j'ai pas trouvé ça dingue. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai dit pourquoi ils font ça. Parce que ça peut les sortir de la battle. Avant, ils enchaînent les battles et tout. Mais... Et là, j'ai trouvé ça un peu... ça a cassé le rythme. Genre, on aurait pu enchaîner battle de fou. Surtout qu'on venait venir là, 2 battles de fou, là. Et... ouais, c'était cool. Mais en fait, tu l'as après ton bain de foule au moment où vous arrivez tous sur piste. Les 4, vous êtes sur piste à la fin. Et du coup, voilà. Après, une parade en top 16, je comprends totalement. En top 16, les parades en top 16, top 8, je trouve ça totalement normal. Mais en top 4, à un moment aussi important, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'était pas nécessaire forcément. Ça casse un peu la dynamique pour les pilotes surtout. Tu te fais la main après le battle, c'est la guerre quoi, c'est le combat et on enchaîne tout quoi. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai pensé sur le coup. Je fais peut-être mon vieux relou, je suis désolé pour le CFD, mais c'est ce que je pense par rapport... Et d'ailleurs ils vont pas répéter ça en élite. Donc voilà, donc on a une très belle petite finale entre Éric Girard et William Pell. Et une finale très attendue entre Anthony Bronzino et Stoically. Donc voilà, donc on va se mater la finale tranquillement. La petite finale, malheureusement, comme vous le savez, William Pell la perdra contre Éric Girard. Superbe performance de la part de ces deux pilotes qui méritent totalement d'être en pro et qui ont montré de quoi valait la nouvelle catégorie pro. Et ça fait un gros plus. Donc voilà. On va se mater cette petite finale qui va être très courte. Parce que en fait justement c'est ça que je me demande, parce que Stoically a été très bon tout au long du... Il a fait très peu d'erreurs de roue dehors, c'est quand on est trop généreux. Mais Stoically qui va sortir un... Je crois que c'est en lead, hein. Excusez-moi. Je reviens sur le premier battle. Donc le premier battle, le run aller, Stoically en lead, Bronzino en chase. Bien sûr, on se dit que Stoically va encore sortir un déclenchement de... Le live sautait un peu d'ailleurs, hein. C'est dommage. Mais ça, c'est le réseau. Alors, c'est parti. Déclenchement qui sort un très très gros déclenchement. Bronzino qui prend. Stoically trop gourmand, trop sur l'angle. Il avait les watts. Bronzino derrière, c'est un peu ralenti. Mais Bronzino, il l'a dit. Je me rappelle, à la sortie du podium, il a dit quoi ? Si ça passait, je déposais les clés de la E30, je restais au milieu de l'appli, je laissais faire son run. C'est ce qu'il a dit. Mais en ayant été gentil avec lui et tout, donc je trouve ça super cool de la part d'Anthony Bronzino et tout. Genre ils sont vraiment comment dire, il y avait aucune, je sais pas s'ils se connaissaient avant, mais genre Stoically a sorti vraiment un très très gros déclenchement, mais là ça a été peut-être un peu le déclenchement de trop, et c'est ce qui va lui coûter la finale malheureusement, parce que son adversaire a fait très très peu de fautes tout au cours de ses battles et de ses qualifications. Il a été très bon, malgré que Stoically va sortir un run chase, les gars, incroyable hein, contre Bronzino hein. Il va le coller jusqu'à la fin. Il va lui faire quelques touchettes, genre vraiment très belle finale retour hein. Vraiment. Et oui effectivement c'est du Oli. Oui d'ailleurs n'hésitez pas hein, avec le code DriftActu5, vous allez sur le site internet, vous mettez DriftActu5, vous avez moins 5 € sur la première commande. C'est comme ça, c'est gratuit, c'est offert. Mais voilà, ce qui finit une fin de top 32, de top 16 incroyable pro. Moi j'ai kiffé le revoir parce que c'était rapide, c'était franc, c'était pas mal. Ça nous réserve tout ce qui va se passer par la suite pour les pros, et franchement on s'est régalé les gars. Moi pour la catégorie pro je trouve ça incroyable. Il y a eu des battles de bout en bout, c'était pas gagné forcément pour le numéro 1, il y en a pas un au-dessus des autres, il n'y a pas un écart de niveau, tout le monde aurait pu gagner. Non franchement totalement mérité. Moi je suis très content de cette catégorie pro, genre vraiment Anthony Bronzino wildcard encore qui l'emporte, qui a eu un petit mot de la part des juges au passage en disant ouais reviens quand tu veux au CFD ou si tu veux faire la saison. Pour la petite anecdote, Anthony Bronzino avait demandé la saison, il a été pris qu'en wildcard, et ça c'est plutôt étonnant.
Voilà. Et c'est une super victoire pour Anthony Brosino. En tout cas, je pense qu'on le reverra cette année en... Je sais pas, j'ai pas de nouvelles, je sais pas. Peut-être qu'il va faire toute la saison en pro, ça serait sympa. Je pense que ça serait sympa qu'il fasse la saison en pro parce que il a des cartes à jouer, le bougre. Surtout qu'il m'a dit qu'il préparait un autre moteur. Si vous avez vu l'interview sur Insta, il prépare bien un autre moteur, un JZ toujours, mais 600 chevaux, voilà. Et surtout, on a la petite anecdote de Will. Quand je suis parti en start line, ma colonne de direction a sauté d'un cran car je l'avais déverrouillée. Je suis complètement déstabilisé, je me foutais de ma... Ah putain, c'est pour ça que t'as perdu le battle. Ok, donc on sait pourquoi. En fait, William Pell a perdu son top 3 et aurait pu finir 3ème. Il avait, il avait tout simplement déféré sa colonne de direction d'un cran. Et donc ça l'a déstabilisé. Voilà. William Pell par excellence. Donc en tout cas, c'est une superbe catégorie pro qu'on a affaire à là. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars. Mais oui, je pense qu'on t'a engueulé, William. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette catégorie pro, mais je crois que c'est un petit banger. On va mettre... je vais vous faire on va faire un petit sondage. Je vais juste mettre catégorie pro, banger ou Osef. Il y en a qui ont le droit de dire que c'est Osef, hein, la catégorie pro. Je comprendrai totalement, les gars. Je comprendrai totalement. Allez-y pour le sondage, c'est parti, 1 minute. Moi, je trouve que la catégorie pro, ça a été la meilleure décision du CFD. Voilà, j'en reparlerai tout à l'heure dans les tops et dans les flops. Mais en tout cas, on s'est régalé, les gars. J'aurais dit Osef avant le week-end. D'accord, d'accord. Donc là, avec le recul, voilà. Ça veut dire... Et franchement, en fait, là, ça va être l'antichambre des élites. Aujourd'hui, parmi ces 4-là, tu me dis que quelqu'un a sa place en élite, bah, je te répondrai pas encore. Parce que Stoically, alors William a essayé de partir avec toutes les mallettes Milwaukee, je pense. Mais pour revenir aux pros, ils ont clairement leur place dans leur catégorie, mais pas encore assez aux élites, parce qu'on va voir que le niveau élite est monstrueux. Et vraiment monstrueux. Donc c'est un banger pour tout le monde, c'est ce que tout le monde pense, donc voilà. Donc bravo à Anthony Brosino, bravo aux 3 premiers, à Eric Girard, merci pour le spectacle, c'était vraiment très beau. On a de quoi faire avec la catégorie pro tout au long de la saison. Ça veut dire qu'il y aura Calmon, il y aura tout ça, j'ai vraiment hâte parce que je pense, et moi je maintiens que il y aura 5 vainqueurs différentes dans la catégorie pro au cours des 5 rounds. Voilà. Et ça me fait super plaisir aussi d'avoir l'équipe FRG de retour un peu sur ce podium après ce qui s'est passé. Voilà, parce qu'on pensait plus les voir sur un podium et là, ça fait plaisir de les voir. Et bravo à Anthony Brosino pour sa première place et à Séverin Stoically pour son week-end qui a été un gros banger. Voilà pour la catégorie pro. Les gars, incroyable la catégorie pro. Donc on passe à la catégorie élite où il y a plein de choses à dire. Par où commencer? Déjà les effets pour ceux qui étaient là le vendredi. J'ai vu les premières personnes qui m'ont dit ça le samedi matin. Il y a un gap entre les pros et les élites. Genre apparemment ça fait encore plus vu que les élites sont vraiment au-dessus. Et on va le voir que tout au long du week-end que ça a été incroyable quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et je pense qu'on le verra, mais il y a une grosse différence entre les deux. Il fallait vraiment les séparer. C'est la meilleure décision. Moi je tiens à le dire, c'est la meilleure décision. Et d'ailleurs au passage je vous avais dit que tout le monde a aimé la catégorie pro et il faut continuer comme ça. Donc on passe sur la catégorie élite où il y a énormément de choses à dire. D'abord les qualifications, ils ont été marquées par un petit incident. On va le revoir, mais on va le revoir vite fait. Lors du premier passage, et bah c'est que Jason Banet a fait un 0 pointé lors de son premier run, les gars. Et là on s'est dit à la douche froide quand même un peu, hein. Parce qu'il sort un très gros run qui était largement top 1. Et malheureusement il a eu des petits problèmes en fait avec la courroie d'accessoires tout au long du week-end.
Et là, ce qui va lui faire une petite coupure. Voilà. Il va tout simplement couper sur la fin de son run juste avant la ligne. C'est vraiment dommage. Il manquait que quelques mètres. Et malheureusement, il va faire 0 au premier run. Donc je pense que ça a été un peu la douche froide pour le clan Bané. Au moment de là, il avait eu des gros problèmes tout au début du week-end. Il était pas serein et tout. Donc voilà. Ah oui, plus de DA sec, ouais. Ça a secoué le petit. Plus de DA, donc il avait plus de DA, désolé. Et du coup, il avait eu un problème avec la courroie d'accessoires aussi tout au long du week-end. Donc voilà, donc là, on voit que clairement, il a coupé. Bon, là, le live a coupé aussi. Mais c'est un incident à noter. Enfin, un incident. C'est un fait de qualification qu'il faut noter parce que ça arrive pas souvent que le champion de France en titre passe un 0 pointé aux qualifications. Bien sûr, il y a un run qu'on va voir qui va... Les qualifications vont être remportées par Axel François qui va l'emporter. On va voir son run tranquillement parce qu'il faut revoir, on en a très peu profité de cette voiture, de cette Corvette. Il sort un très gros run lors de ses qualifications. Il va obtenir la première place et là on voit à quel point cette Corvette est légère et agile et monstrueuse tout simplement. On l'a vu au cours de ses qualifications, surtout là sur la dernière. Comment la voiture se met sur l'angle dans l'autre sens, c'est monstrueux. Elle hurle incroyablement. Malheureusement, je peux pas mettre le son pour des problèmes de copyright, vu que ça sera sur YouTube. Voilà, mais un très gros run leader. J'aurais tellement voulu avoir en battle. Bon, on en parlera justement après. Donc, c'est une très belle qualification de Axel François qui finit en tête des qualifications. Avec un très beau 28 de ligne, une speed attack à 98, un drift attack à 94, enfin un très beau run. Moi, il y a un autre run que je voulais voir parce qu'il faut savoir, un mec qui m'a étonné tout le week-end, mais vraiment qui m'a choqué limite, tellement il a été bon. Les gars, c'est André Silva. Déjà, revoir la voiture bannée en soi, revoir la 1M bannée. Revoir la 1M bannée. Et là, regardez comment il la massacre la caisse. T'as vraiment l'impression qu'il reprend comme celle de Jason. Et le run qui nous sort montre à quel point la M, elle est sauvage. Ouais, et dire qu'il l'avait jamais fait, il l'a direct dompté, enfin compris comment et comment il la tape, quoi. C'est violent, quoi, dans la voiture. Comment il tire le frein à main. Genre... Ah ouais, mais on dirait qu'il a sorti tout ce qu'il avait ce week-end, quoi. Vraiment. J'en parlerai tout au long du battle, parce que aussi en battle, on va en reparler. Mais pourtant, c'est un gars si doux à l'extérieur et tout. Mais là, waouh. Ah ouais, genre vraiment gros run de la part d'André Silva. J'ai passé plein de runs, mais voilà. Mais pour vous expliquer la chose... moi, il m'a beaucoup étonné. Et la 10e place m'étonne quand même un peu. Il a fait quelques erreurs. Mais... Voilà, quoi. Autre petite surprise, on va le voir pendant le classement. Donc, je vais parler des 32 qualifiés. D'ailleurs, il faut savoir qu'en élite, je crois qu'il n'y a que 42 pilotes. Marco, on te voit à la Japan Car à Montlhéry. Peut-être, ça, peut-être. Alors, victoire bien sûr de Axel François devant Kevin Josu. Kranda Senska, 3e place. Superbe 4e place de Jocelyn Janin. Anthony Rocci qui fera une très bonne 5e place. Jérôme Bourgoin qui a été très bon aussi, 6e. 7e, Mathias Locatelli. Nikita, on reparlera de lui plus tard. Kalin Chartan, 9e. Jouard, 10e. André Silva, 11e. Très belle 12e place de Jordan Lapelosa. Esteban, 13e. Jason Banet qui a réussi à se qualifier 14e sur son dernier run. Zanato, la wildcard, qui a réussi à se qualifier 15e. Benjamin Boulbès qui fait son retour dans le top 32 après un an d'absence, 16e. Jem Fourel, 17e. Un étonnant Wilson de Lagrange à la 18e place.
Je reparlerai aussi de ça parce qu'on en reparlera plus tard. Lou Fourel à la 19e place. Leiber, un peu décevant d'être à la 20e place. Edel, désolé si j'étorque son nom. 21e, Wivé 22e, Sofiane Yazid 23e, il aurait pu faire mieux. Ben Vavasseur 25e, Ferreira 24e, Germain 26e, Adam 27e, Fréchet 28e, Lagalis, Jouan, Gleio et Monsieur Lahaye qui a réussi à se qualifier. Je fais une petite aparté sur Michael Lahaye parce que on a pu voir à quel point il avait du talent ce gars-là et que la voiture est saine et que la voiture est très saine et que je pense que Michael Lahaye cette année va peut-être beaucoup se qualifier et c'est super. Donc voilà. Et bien sûr la déception du top 32. Salut Manolo, j'espère que tu vas bien, t'arrives pile au bon moment, merci pour ce que tout le monde est là. Pour finir pour le top 32, l'absent c'est Enzo Suarez. Enzo Suarez, je tenais à en parler parce qu'on va revenir sur son deuxième run. Je vais essayer de voir si je le trouve son deuxième run. Parce qu'il y a des choses à dire sur Enzo Suarez parce que j'ai parlé avec lui. En dehors que c'est très décevant de ne pas le voir dans le top 32. En fait, il faut savoir que pendant les essais, il a été touché. Voilà, je l'avais juste avant. Voilà. Enzo Suarez, il faut savoir que je lui ai parlé après les top 32, il était très déçu de lui. Avant les top 32, il y a eu des essais. Et il faut savoir que Enzo Suarez a été tapé pendant les essais. Et en dehors du fait que ça l'a mis totalement... Apparemment, ça aurait peut-être déplacé la roue arrière de la voiture, droite ou gauche, je ne me rappelle plus. Ça l'a sorti psychologiquement totalement de ses qualifications. Il a été assez pas choqué, mais il est resté sur le contact et du coup, ça a sorti de ses qualifications. Il a perdu sa concentration. C'est totalement ses mots. Et du coup, c'est pour ça que là, il a clairement dit que c'était de sa faute. Et c'est vraiment très dommage parce que Enzo Suarez, ce week-end, il pouvait vraiment faire quelque chose. Et malheureusement il n'a pas réussi à se qualifier et je pense qu'il reviendra plus fort, beaucoup plus fort. Là il y a la Drift Cup où il va faire en Pro 2 je crois, mais en tout cas c'est pas fini pour Enzo Suarez, mais bon, une belle dommage, c'est une petite déception de sa part et de nous de pas l'avoir vu pendant ce top 32 nocturne parce que je pense qu'il aurait fait parler la poudre. Donc voilà le tableau des top 32. Le tableau des top 32. Alors, Axel François contre Michael Lahaye, Benjamin Boulbès contre James Fourel, Laurent Nikitin, Vavasseur, Kalin Shortan, Ferreira, Janin, Lagalis, Esteban, Leiber, Anthony Rocci, Fréchet, La Pelosa, Echdel, Raman contre Jouan, Jason Banet contre Lou Fourel, Bourgoin, Adam, André Silva, Wivé, Locatelli, Germain, Jouard, Yazid, Zanato, Wilson Delagrange et Kevin Josu Gleio. On va s'intéresser à 3 battles sur ce top 32 qui va être 3 battles d'affilée d'ailleurs. Ça va être Kandrasenska avec sa M2 avec le volant de GT3 contre Jouan, Jason Badet contre Lou Fourel qui nous ont régalé et surtout je voulais revenir un peu avec vous sur le Géraud Bourgoin Frédéric Adam. C'est 3 battles très différents et je pense qu'on peut en parler clairement de ces 3 battles. Parce qu'il y a des choses à dire concernant ces battles. Je change de... Ouais, et il était fini le top 32, c'est pas grave. Alors on va commencer par le battle entre Jouan et le portugais. Du coup j'ai appris qu'il était portugais, Raman Kandrasenska. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est surtout sur Jouan en fait. Parce qu'il a été monstrueux. Je voulais parler un peu de Jouan parce que le bougre est très bon. C'est Kandrasenska qui démarre en lead. Avec on voit son volant de GT3
Et la boîte séquentielle, Jouan qui sort un qui est très proche de lui, fidèle à lui-même, très agressif devant Chandrasenska qui est très propre, qui fait beaucoup de fumée, mais Jouan est vraiment dans sa portière, qui dive bien. La voiture avait le feu au cul encore ce week-end, peut-être un peu antérieur sur le clip, et voilà. Will, je te dis qu'il est portugais. Il s'est fait naturaliser portugais par problème géopolitique. Voilà. Il est biélorusse de base, mais voilà. Mais il a été naturalisé. On voit l'intérieur du volant, on voit le volant de GT3, c'est impressionnant. Mais Jouan qui a régalé sur son chase, hein, fidèle à lui-même. Hein. Monstrueux. D'ailleurs, qui devait avoir une boîte séquentielle et qui ne l'avait pas là, qu'il en avait commandé une autre, mais qui a sorti un très beau battle. Sur le battle retour, Jouan qui sort un très gros run, Chandrasenska qui est connu pour être un très bon chaser mais sans prendre forcément de risques, et surtout qui va faire un regrip juste là qui va lui coûter le battle. Mais je tenais à féliciter Jouan pour cette victoire. Jouan est toujours... c'est bizarre parce que ça fait quand même 4 ans qu'il élimine des très gros CFD, mais on le met toujours dans une position d'underdog. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on le met vraiment dans une position d'underdog. Et Chandrasenska qui a l'air très vénère d'ailleurs, qui a l'air pas content du tout. Ouais, Jouan qui est toujours dans une position d'underdog. Je pense qu'il aime bien cette position. On s'en rappelle de son battle il y a 3-4 ans avec cette voiture. Il a apporté cette voiture. Il affronte Diogo Correa. Il lui tient tête à Mérignac pratiquement à domicile. Jouan, c'est quelqu'un. Attention. Il lui manque beaucoup de régularité. Mais Jouan, c'est quelqu'un. Donc félicitations à lui pour cette victoire. Il a fait l'upset des top 32. On avance, messieurs, dames. Alors ça, c'est juste pour la régalade. Le Jason Banet Lou Fourel a été le premier gros battle élite de la saison, pour moi. Mais vraiment. Et il y en a d'autres hein, dans ce top 32. Jason Banet qui déclenche très fort, mais Lou Fourel qui a montré un level sur cette battle. Il tombe contre Jason Banet. Sinon, pour moi, Lou, clairement, méritait un top 8. Les deux frères Fourel ont été impressionnants pour ce week-end. Il s'en est très bien sorti. Très sportif, la E92 a fait son retour au CFD et avec la manière, parce que il vient de taper Jason Banet 2 fois, il vient respecter clairement le champion de France en titre. Mais vous connaissez Jason Banet, Lou Fourel qui méritait totalement son top 8 clairement. Et c'est pas impossible, là il sort contre le champion de France et contre le gagnant, malheureusement beaucoup trop tôt. C'est comme ça, c'est les règles du drift. Mais qui a été totalement bon sur cette battle et qui a régalé sur son chase et devant Jason Banet qui se laisse pas comme d'habitude, qui continue à se battre et qui continue à avancer. Mais le battle retour, les positions changent et on va voir que Jason Banet répond totalement à Lou Fourel. Mais quand je vous dis qu'il lui répond, c'est qu'il répond totalement. Il touche pas la portière et il vient se coller juste dans sa portière. Ça prouve à quel point Jason Banet maîtrise cette BRZ. Là, il le touche pas encore, mais il est collé à lui. Là, il vient le toucher un peu. Non, Jason Banet, c'est fort. Hein. Les deux pilotes ont été très forts. Donc pour moi, c'est le meilleur battle des top 32. Il a été incroyable ce battle. On s'est régalé sur celui-là en tout cas. Lou qui a l'air très content et franchement très beau battle. Bien sûr c'est Jason Banet qui passe en top 16. Lou Fourel qui s'arrête bien trop tôt mais que je pense je sais où on le trouvera hein. Et les images qui sont très belles. Encore une fois les images du CFD qui ont régalé. Et c'est une victoire. Alors prochain battle. Là, je vais vous demander votre attention. Il y a Manolo dans le chat, il y a des gens qui sont habitués à voir du drift et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce battle a été un peu décrié par un peu en interne par les pilotes et tout. Parce que il y a pas mal de choses à dire. Le jugement n'est pas remis en cause. Je répète, le jugement n'est pas remis en cause. Mais ce battle est passé inaperçu au grand public. Mais dans les paddocks, un peu moins.
Donc Frédéric Ardant contre Bourgoin, sur le papier, c'est un très très beau battle. Bourgoin démarre en lead. Donc très beau lead, je crois, de Bourgoin, si je dis pas de bêtises. Frédéric Ardant qui s'en sort très bien avec cette voiture qui est de plus en plus efficace. Mais tu sens que Bourgoin... il est toujours là et toujours au même niveau. Il fait pas moins bien une saison. Il est toujours là. Bourgoin très très fort. Derrière, un peu en accordéon pour Adam, mais pas plus que ça. Et tout va jouer sur le battle retour. Sur le battle retour, il va se passer quelque chose. D'ailleurs, très étonnant. Je vais vous mettre arrêt sur l'image parce que c'est intéressant. C'est vraiment, c'est pas un cas d'école, les gars. Mais voilà. Hop. Est-ce que vous avez vu... Regardez bien la voiture de Frédéric Adam. Regardez bien la voiture de Frédéric Adam. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé sur la voiture de Frédéric Adam? On a vu un nuage noir, etc. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous explique après. Et on va expliquer tout ça autour, la décision des juges et tout, parce que j'ai la version des juges, etc. Coupure ou un truc dans le genre. Alors, Manolo, pas du tout. Il a tout simplement raté sa vitesse. Mais, ce qui va faire que sur le coup, mais ça a dérangé Géraud Bourgoin qui a presque démarré à côté de lui. Et qui a déclenché bien après la ligne. Pour les juges, sur le coup, ils ne l'avaient pas vu. Après, avec le ralenti, ils vont voir que effectivement, il a sauté une vitesse. Mais, il a sauté un rapport, mais pour autant, il n'a pas perdu de vitesse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Mais moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que pour vous, Adam gêne le suiveur? Est-ce que Adam, pour vous, gêne le suiveur? C'est ça la grande question. Ouais, et Fred déclenche vraiment pas fort, mais il déclenche quand même. Donc voilà, la question est là. C'est vraiment une question que je vous pose, etc. C'est un cas d'école. On changera pas le battle, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de protestation, il n'y a rien. Mais il n'y a pas de frein de Adam. Il a juste sauté une vitesse. Par contre, je crois que Bourgoin freine. Là, on le voit freiner. Donc, est-ce que il y a une gêne de Adam et Bourgoin freine dans ces cas-là? Voilà. Mais bon, par rapport à sa qualif, il faut regarder sa vitesse de passage. Comme je t'ai dit, Manolo, tout a été revu par les juges. Tout a été revu par les juges, ils n'ont pas changé ce battle. Je pense que ça a dû le gêner, oui, il a pu penser... Oui, voilà, exactement. Forcément, ton jump stat sera différent. Ouais, voilà. Mais donc, du coup, voilà, ce qui s'est passé, en fait, voilà. Adam va gagner par décision des juges. Parce que, pour eux, Adam n'a pas gêné le suiveur. Et il a sauté une vitesse, mais sur la télémétrie, on verra que... Ils verront que sur la télémétrie, il n'a pas perdu de vitesse. Il a sauté un rapport, mais il n'a pas perdu de vitesse. Sur la télémétrie. C'est vrai que Bourgoin fait un écart à droite. Voilà. Moi, maintenant, mon œil fait que la télémétrie a montré pas... Voilà. Mais je trouve qu'il y a une petite gêne de la part d'Adam. Voilà. Je n'ai rien contre Adam, je n'ai rien contre les juges. Moi, c'est mon avis personnel. J'ai parlé avec les juges, ils m'ont expliqué, je comprends tout à fait. Voilà, c'est l'avis des juges, on n'est pas juge. Mais pour moi, il y a une petite gêne de la part d'Adam parce qu'il est perturbé. Bourgoin est perturbé. Voilà. Donc voilà, mais c'est un cas d'école, voilà, c'est intéressant, chacun mettra son avis, c'est pas facile à juger, mais je voulais en revenir avec ce battle avec vous, c'est pas le battle le plus impressionnant sur le papier, mais c'est sympa de se voir ça, donc voilà. Maintenant, c'est pas un jugement, mais c'est intéressant d'avoir l'œil et de revenir un peu plus au détail, parce qu'un battle ça joue ça joue sur la ligne et tout, donc voilà. Donc ça joue avant la ligne et tout. Donc Adam va passer. Et voilà. Mais je suis pas totalement d'accord avec
le jugement, mais c'est comme ça. Moi, ça reste mon avis. Je pense que clairement, Adam gêne Bourgoin sur le run retour. Et voilà, au pire, one more time, ça m'aurait pas dérangé. Voilà. Voilà pour ces 3 battles du top 32. On va pouvoir passer à la suite. D'abord, je sais pas si on va voir... on va passer au top 16 les gars, ou qui va commencer à être en nocturne. Le top 16 qui a été assez impressionnant. Normalement tu déclenches à fond, prise d'élan, sans feinte et en pleine charge. Ouais je sais, mais il y a plein de cas qui ont été comme ça déjà. Mais c'est intéressant de savoir. Voilà, il n'y a rien contre les juges et tout, etc. C'est très dur d'être juge et ils ont plein de trucs. Il y a plein de trucs que les juges voient que nous on voit pas. Alors le top 16. Alors oui, effectivement, on retrouve un Michael Lahaye en top 16. J'ai oublié d'en parler. Excusez-moi. Parce qu'il y a beaucoup d'informations en peu de temps. Donc en fait, le truc, c'est que en top 16... Salut Psycho. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. En top 16, on retrouve un Michael Lahaye parce que tout simplement, le poleman Axel François n'a pas pris le départ l'après-midi. Je pense que vous avez vu ses stories un peu après, il a expliqué. Il était sur 7 cylindres et le bloc était fatigué. Je pense qu'il a préféré préserver la mécanique et pas endommager. Et quand il a ouvert le moteur hier ou avant-hier, ils ont trouvé un trou dans le bloc et ils étaient que sur 7 cylindres. Donc c'est malheureux pour Axel François, mais j'espère qu'il va réparer, qu'il sera là à Croix et qu'on continue de voir cette Corvette et que c'est pas la dernière fois de la saison. Parce que si peut-être il aurait fait ce top 32, il aurait peut-être fait la dernière course avec la Corvette, puisque le moteur qu'il a à l'intérieur coûte un bras, voire 2, voire les 3 bras, voire les jambes. Mais en tout cas, c'était assez impressionnant et c'est dommage. Donc Michael Lahaye qui passe contre James Forel qui fait défait du 7 fois champion de France Benjamin Boulbet, Nikitin contre Kalin Shorten, Jocelyn Janin contre Steve Leiber, Anthony Rocci contre La Pelosa. Alors ça, le Anthony Rocci La Pelosa, on va se le mater ensemble parce que ça c'est un gros battle et on va reparler du cas La Pelosa. Jouant contre Jason Banet, un gros battle en perspective. Un Fred Adon contre André Silva, Mathias Locatelli contre Yazid et un Delagrange Kevin Josou qui sera notre deuxième battle des top 16 à regarder. Donc voilà, des belles affiches hein. Entre le Rocci La Pelosa, on a un Janin Leiber qui a été incroyable aussi, un Mathias Locatelli Yazid avec son nouveau moteur, Delagrange Kevin Josou aussi, Delagrange surprise des top 16 hein. Avec la voiture d'Axel François, je reparlerai plus tard de ça, mais voilà. On va directement s'intéresser au battle entre Rocci et La Pelosa. Alors que la nuit commençait à tomber déjà, c'est incroyable. Hop. Alors Anthony Rocci qui s'est montré monstrueux tout au long du week-end, extrêmement agressif sur les battles. En effet, toujours à déclencher de la même manière, très proche, c'est lui qui avait le plus de proximité. C'était incroyable. Contre un La Pelosa qui, j'ai une petite anecdote d'ailleurs sur ça, je sais qu'il le verra, qu'il reverra le live ou qu'il le verra sur YouTube, mais j'ai une petite anecdote sur ça parce qu'elles sont assez marrantes. La Pelosa qui rêvait d'affronter Anthony Rocci en battle, je pense, c'est pas la première fois. Et en fait, il faut savoir que La Pelosa avant le battle, il avait plus beaucoup de pneus et il roulait en en Vecnova Super Sport. Vous savez, il y a des nouveaux pneus Vecnova. Il y a le Super Sport qui est là depuis longtemps, qui est l'ancien semi-slick. Et l'année dernière est arrivé le nouveau pneu Vecnova, qui est le JR500. Et le JR500, les gars, on va dire que Jordan La Pelosa ne l'avait jamais essayé, avait un peu peur de l'essayer. Je vais le voir entre ses top 16 et ses top 32, je lui dis, qu'est-ce que t'en as à faire? Mets les JR500. Il me dit, mais j'ai pas de cardan de rechange. Mets les JR500. Il me dit, ah, je sais pas et tout. Et après, pas de nouvelles. Et du coup, on va voir ce battle. Donc là, il arrive en battle contre Anthony Rocci. Sur le papier, Anthony Rocci, tout le monde attendait. Déjà, très bon jump start de La Pelosa qui fait un très très bon jump start pour être à côté de Anthony Rocci au déclenchement et pas le laisser partir. Et La Pelosa qui va pas se faire distancer quoi. La Pelosa qui va pas se faire distancer du tout, mais genre pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est genre pas du tout.
Donc, voilà, et il est vraiment dans la porte de... Il sacrifie un peu sa ligne, il a moins de chevaux forcément. Mais, transition super bonne, et il m'a fait plaisir. Au chase, il m'a fait incroyablement plaisir. Waouh. Non, au chase, incroyablement plaisir. Beaucoup plus concentré. Waouh. Non, franchement, je suis pas... On reviendra sur Anthony Rocci après, mais... Alors, les JR800, oui, mais je pense que là, le couping, il cale. Non, pour revenir au JR500, voilà. JR500 plus le nouveau train arrière de la F30, ça fait des miracles. Hein. Il a que 400... Il a beaucoup moins de chevaux que l'année dernière. Et ça watt, quoi. Genre, ça marche bien, quoi. Je suis très content pour lui et surtout que cette année risque d'être la dernière année du couping et il pourrait partir en beauté, quoi. Et qui sort un très très grand run chase. Malheureusement, on est devant avec un Anthony Rocci qui assure le lead. Et vous savez quelle est la spécialité des JR500 merde, vous voyez, je me confonds. Quelle est la spécialité d'Anthony Rocci? Le chase. Très très gros chase, comme à son habitude d'Anthony Rocci, qui vient respecter totalement Jordan Lapelosa, qui vient le coller sans le taper forcément. Si, là il le tape. Si, il l'a tapé, mais où il perd un peu de... Il perd un peu et on voit que le couping sort un très très gros... Alors là, la voiture, elle fait tellement un truc bizarre, mais je crois que là, il y a peut-être un tout droit de Jordan Lapelosa, mais c'est pas grave parce que ce battle était incroyable. Je vais être clair et net, je vais dire des mots. C'est pas parce que c'est mon pote Jordan et tout, et qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Jordan aujourd'hui n'est plus un petit du CFD. Jordan a clairement sa place en élite et a clairement sa place dans le top 10. Voilà, je le dis, c'est clair et net. Ce n'est plus un outsider ni rien, il a sa place en élite. Voilà, clairement, il a sa place en élite et pas dans les dernières places. Voilà, c'est les derniers mots que je dirais sur Jordan. Il a montré beaucoup de bonnes choses ce soir-là. Voilà. Bravo à Jordan pour ce top 16 et malheureusement, ça va pas suffire puisque Anthony Rocci passera en top 8. On passe au prochain battle et ça je voulais en parler parce que waouh, on a failli assister au deuxième upset quoi de la soirée, alors qu'on voit presque plus rien déjà. Le deuxième upset de la soirée, c'est tout simplement le Delagrange Josou. Delagrange qui s'est montré tellement à l'aise avec Kevin Josou dans cette voiture. Je pense qu'il a jamais piloté de V8 turbo de sa vie. Elle a un anti-lag, 700 bourrins. Il a été tellement à l'aise. Kevin Josou, par contre, le tuning au top. Ça, on en reparlera tout à l'heure du tuning. Mais les pilotes, j'espère qu'ils vont bien m'entendre. Delagrange Josou. Je m'attendais à ce que Josou l'emporte. Pas sans difficulté. Mais avec une petite avance. Parce que Josou s'est montré... Et je parlerai un peu de Josou après de son week-end. Delagrange va se montrer super agressif sur le premier battle. Hein. Josou sort un très très beau run. Mais derrière, Delagrange... Waouh, son chase... monstrueux, quoi. Très très beau chase de la part de Delagrange. Hein. Waouh, et Josou qui fait un très très gros run lead. Mais Delagrange qui, avec cette voiture... qui est incroyable. Tout au long du week-end, il a été incroyable. Et là pour moi, alors, il n'a pas le battle entre les mains parce que Kevin Josou fait quelqu'un au chase, et on le sait. Mais il y a eu une petite gêne de la part de Kevin Josou ce week-end. On en reparlera tout à l'heure. Mais sur le battle retour, moi, ce qui m'a étonné, j'étais sur piste à ce moment-là. Hein. Très gros déclenchement de Delagrange. Josou qui est très très propre derrière, mais un peu distant avec Delagrange, qui se bouffe Et là, et avant ce virage-là, Delagrange a clairement de l'avance sur Josou et il tire tout droit. Il a totalement perdu ses moyens, Delagrange.
Josu qui a arrêté de drifter et qui s'est renseigné. Josu, c'est vraiment une crème parce qu'il se renseigne toujours à ce que le pilote vaille bien. Tout à l'heure, pareil pour le top. Oh, on est 65 en live. Bah, merci les gars. Merci pour tous ceux qui nous rejoignent. Mais Delagrange qui avait clairement la possibilité de faire le plus gros upset, la plus grosse surprise de ce top 16 et qui est passé à côté malheureusement. Mais par contre, s'il vous plaît, donnez-lui une caisse pro. Ouais, on était comme des dingues sur la piste. Ouais, Raph. Exactement, Raph. On était comme... Franchement, Delagrange, il serait passé s'il n'aurait pas fait cette erreur. Je vous le dis. J'adore Josu. Josu est clairement un des meilleurs pilotes français. Mais là, juste avant ça, bah, dans la ligne droite, la voiture marche, quoi. Elle avait de l'anti-lag, elle marchait très bien ce week-end. S'il vous plaît, donnez une voiture à Delagrange, vraiment. Mais vraiment. Mais vraiment. Il n'a pas eu une panne mécanique. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me suis pas vraiment renseigné, mais je crois qu'il a juste tiré tout droit, en fait, il a perdu l'avant. Mais voilà. Donc, Josu qui passe en top 8. Donc là, on a des solides top 8. Je voulais revenir sur ces affiches de top 8, les gars. Parce que même de top 16, on voit certains pilotes... Les affiches de top 8, on a Jem Forel contre Nikitin. Un top 8 qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années. Nikitin, on verra, malheureusement, on verra aucune de ces battles parce que j'en ai sélectionné d'autres et parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout là pendant ce top 8, vous le savez. Nikitin, la voiture, elle est d'une rapidité sa mère incroyable. Il a fait beaucoup d'améliorations sur la géo, sur des trucs comme ça. Nikitin devient très bon, les gars. Nikitin devient vraiment très bon. Et il a montré plus d'une fois là. Il a éliminé Kalin Shortan, etc. Attention à Nikitin cette saison, il mérite totalement sa place en top 8. Jem Forel, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, le battle tant attendu. Je sais que vous voulez qu'on en parle, hein. Je sais, vous êtes des fouines. Le Labour Anthony Rocci, où là, j'ai beaucoup de choses à dire. Ensuite, Jason Banet qui affronte sa propre casse en top 8 contre André Silva. Et ça, j'ai choisi le deuxième battle. Et le dernier battle entre Mathias Locatelli et Kevin Josu qu'on se regardera peut-être pour le fun, histoire de bien rigoler. Premier battle que je voulais parler, donc on attaque direct le gros morceau. Jem Forel va passer contre Nikitin. Et bien sûr, vous l'attendez tous. Le battle entre Steve Labour et Anthony Rocci. J'ai parlé avec Anthony Rocci. Voilà. De toute façon, Anthony Rocci, il le sait de son propre avis. Il le sait de son propre avis que, voilà. Qu'on peut faire son propre avis, qu'il n'y a rien, etc. En tout cas, premier battle. Anthony Rocci fait une petite erreur au déclenchement. Il n'est pas du tout dans le deuxième clip. Labour derrière est très loin, mais comme à son habitude, Labour n'est pas un très gros pas un chaser agressif en soi. Il est très bon chaser, mais il n'est pas un chaser agressif. C'est même un de ses points faibles parce que il faut trouver des points faibles à Labour. La voiture elle est rapide et très bon. Mais en tout cas, très bon battle aller. Rocci qui rate un peu son lead. C'était pas son meilleur lead, mais Labour qui est un peu loin. Anthony Rocci sur le retour qui se dit, on se dit, il va lui coller la portière. Et sur le battle retour, qu'est-ce qui va se passer? Je vais, pour ceux qui ont vu le battle et tout, je vais mettre après un petit sondage. Voilà. Donc voilà, c'est devant vous. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, je vous mets un petit sondage, les gars. Et après, on en discute. Mais j'ai vraiment envie de savoir votre avis parce qu'il y a vraiment des trucs à dire là-dessus. Alors, où est le sondage? Voilà. Nouveau sondage. Allez, vous avez 1 minute pour voter. Pour vous, à qui est la faute sur ce run? Vous avez 1 minute pour voter. Dites-moi à qui. J'ai bien envie de savoir votre avis.
Moi, pour moi, je vais être clair et je partage la décision des juges d'ailleurs. Je vous le dis dorénavant. Dites-moi à qui est la faute pour vous, entre Leiber et Rocchi. Rocchi à 78%, pour Leiber à 22%. Ok. D'accord. Parce que avec le recul, il y a beaucoup de gens... Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, je comprends pas pourquoi Rocchi s'est fait éliminer. En fait, là on le voit clairement, que Rocchi arrive bien trop fort et qu'il change, il tape la roue arrière de Leiber, ce qui lui fait prendre encore plus d'angle. Et voilà. Et après, bon, après ce qui est pas sur le deuxième contact, je sais pas vraiment ce qui se passe sur le deuxième contact parce que je pense qu'il est déréglé. Mais oui, effectivement, pour moi, c'est la faute de Rocchi qui a été bien trop agressif. Rocchi a été bien trop agressif et ça a été la fois de trop. Leiber n'est pas en faute, il a déclenché comme il fallait. Il freine en même temps, il n'y a pas de traces de frein. Les LED, elles s'allument quand ils sont sur le frein, ils sont pas sur le frein. Rocchi a été trop agressif malheureusement. Et c'est ce qui va lui coûter la place en top 4. Et ce qui est vraiment dommage parce que moi, c'était un de mes favoris du week-end. Donc voilà, pour moi, c'est ce que je pense. Je pense que Rocchi... Il y a un média qui a même fait un TikTok, il a dû supprimer des clips comme qui a vraiment... Bah ouais, parce que les gens, ils comprennent pas, mais avec le recul, on le voit très bien que c'est pas le deuxième contact le problème, c'est le premier. Nous, on était loin sur la piste. Moi, j'étais de l'autre côté, je sais pas ce qui s'était passé au premier contact. Là, en revoyant le premier contact, ce qui est clair, c'est que c'est de la faute d'Anthony Rocchi. Clairement. Je parle même pas du deuxième contact parce que pour moi ils sont déréglés tous les deux et que il a juste voulu réaccélérer et il est pas intentionnel le deuxième contact. Mais le premier contact est bien trop fort et c'est ce qui va lui coûter sa place en top 4 tout simplement. Voilà. Alors qu'on me voit en bas à gauche là. mais voilà, pour le battle entre Anthony Rocchi et Leiber. On a eu des cas plus durs à juger. Enfin à débattre. On va se regarder ce battle pour le fun et puis je vais parler d'André Silva, les gars. Il faut parler d'André Silva. Jevan Banet contre André Silva. Jevan Banet qui va pas faire le meilleur de ses runs contre André Silva. Mais putain, André Silva, quoi, il connaissait à peine la caisse. T'as l'impression que le 600 ligne turbo, c'est fait pour lui, quoi. Et il connaissait déjà le châtier avec la M. Et surtout, Banet, il a dû lui dire si tu dois la casser, vas-y, casse-la, on s'en bat les couilles. Et ça va se montrer, quoi, parce que sur le papier... Et pourtant, sur annoncé... ouais, non, pas vraiment annoncé. Mais je pense que la 1M a plus de chevaux que la BRZ, ça m'étonnerait pas. Très gros déclenchement de la part d'André Silva. Banet qui est juste derrière, mais André Silva, ce vibreur qui a fait mal à tout le monde tout au long du week-end. Blablabla. On voit les détonations d'anti-lag derrière, mais surtout, mais là, avec comment il l'a conduit, la BRZ a plus, ok. Comment la 1M se conduit, on dirait que t'es obligé de la brutaliser. T'as l'impression que Nicorette, non, Jason m'a dit si je dois la casser, je vais la casser. Et finalement, ce qui s'est passé en fait sur le battle, c'est vraiment par pur plaisir qu'on se regarde ça parce que malheureusement, Silva va faire des erreurs en chase qui vont lui coûter la victoire. Mais moi, voir Silva à son vrai niveau, là, c'est le vrai niveau de Silva. Et c'est le niveau top 8. Et s'il arrive à avoir la 1M tout au long de l'année, maman. Mais vraiment, maman. Très, très gros déclenchement, là. Très, très beau déclenchement. Beaucoup plus à l'angle. Malheureusement, ça va lui coûter un regrip. Donc là, le battle, il est fini. Je pense qu'André Silva fait que le battle, il est fini. Mais il va pas lâcher pour autant. Il va vouloir aller chercher la BRZ et il va aller toucher la BRZ, si je dis pas de bêtises. Et franchement, André Silva fait plaisir à voir, quoi. Ouais, il la touche, je crois, sur la transi. Et André Silva, un très très gros pilote. Faites attention à lui. Hein. André Silva pourrait très bien être top 8, top 10. La surprise, un peu la surprise top 10, top 8 de la saison en élite. Si tout se passe bien pour lui et tout... parce que vous le voyez, il a pas vraiment les moyens financiers. S'il continue avec la 1M, les gars,
Il est fort à parier qu'il fait un top 4 dans la saison. Hein. Moi, je pense qu'il fera un top 4. Hein. Mais en tout cas, c'était un très bon battle. On est reparti pour la suite, les gars. Et puis le dernier... Et puis celui-là, c'est juste pour la forme, mais c'est juste pour vous parler de Kevin Josu aussi. Hein. Alors, Kevin Josu, qu'est-ce qui s'est passé sur son week-end à Kevin Josu? En fait, tout simplement, Kevin Josu sur son week-end... sur son week-end à Kevin Josu, alors que le live bug, ou c'est moi qui bug? C'est peut-être moi qui bug. Ah alors, sur son week-end, Kevin Josu, en fait, il s'est blessé au bras pendant les essais, ou pendant, je crois, sur le vibreur. Et en fait, il y a un de ses bras qui a tapé sa roll cage. Donc, j'ai vu son bras enfler pendant une partie de l'après-midi le dimanche, ou le samedi matin, je crois que c'était pendant les essais. Et je pense qu'il a eu... Et ça l'a pas mal gêné pour rouler, en fait. C'est pour ça qu'il était un peu en dessous, j'ai trouvé un peu en dessous de son niveau. Malgré qu'il reste sur un très bon niveau et tout. Je pense que ça a été une des chaînes de la journée. Et sur le battle retour, bien sûr, hein, l'image qui a fait fureur. Déjà, l'anti-lag de Teddy. On reparlera de Locat tout à l'heure pendant son battle avec Jason Banet. Et là, les gars, je vais vous sortir un réel sur ça, là. Vous n'êtes pas prêts, je suis pile dans le bon angle. Mais voilà. Concernant Josu, il était un peu en dessous. J'ai trouvé un peu en dessous son niveau habituel. Ça n'empêche que c'est un pilote monstrueux et que pendant l'année, il sera sur les podiums et tout. Là, on est tombé face à un Locatelli très fort. Donc, reste à savoir si le moteur... on va parler de Locatelli après, mais en tout cas Locatelli qui passe en top 4 mérité pour Locatelli. Kevin Josu qui se fait sortir malheureusement en top 8, qui tombe contre un très bon Locat qui était très bon tout au long de la saison. Ça vous fait 2 demi-finales, Jem Fourel et Steve Leiber contre Jason Banet et Locatelli. Bien sûr, vous savez quel battle j'ai choisi, le battle Jason Banet Locatelli. Jem Fourel va l'emporter contre Steve Leiber. Avec une belle... avec la manière. Jem Fourel qui se retrouve en finale pour la première fois. Je parlerai de Jem Fourel après. Alors qu'on va voir le battle aller entre le duel fraternel entre les deux pilotes lyonnais et grenoblois. Jason Banet et Mathias Locatelli. Cette S15 qui... Le châssis de la S15 qui fait énormément de bien à Mathias Locatelli. Vraiment, on a senti au cours de la journée qu'il était très à l'aise. Bah, en fait, ça a été une battle de débile, mais j'étais presque un peu déçu sur le battle retour. Mais pour revenir à Mathias Locatelli, cette S15 pourrait lui faire passer un palier, vraiment. Genre, quand je vous dis vraiment, c'est vraiment genre... il n'est pas impossible que cette S15 lui permette d'aller au Drift Master un jour. Mais avec la manière. C'est-à-dire avec un titre de vice-champion de France ou de champion de France. Locatelli a peut-être l'arme en main pour rivaliser avec Jason Banet. C'est ce que j'en ai pensé. Parce que si le moteur est malade, si le moteur n'est pas à 100% et il faut que ça tienne jusqu'à Croix, après Croix, par contre, il va lâcher les chevaux. Là, déjà, il a été impressionnant sur ce week-end. L'anti-lag est infernal. Teddy, je te déteste. Mais en même temps, je t'aime parce que l'anti-lag avait à donner du feu et tout. On a eu un très beau spectacle. Mais je l'ai trouvé que la voiture, il a enfin peut-être trouvé la voiture qui lui ressemblait à son niveau, à sa hauteur. Il y a encore beaucoup de trucs, mais on sent que le châssis est fait pour lui. Donc, c'est peut-être le châssis qu'il attendait et qui va lui faire passer un cap. Donc voilà. Mais reste à savoir si la motorisation va tenir jusqu'à Croix, puisqu'il attend un nouveau moteur totalement neuf de JZ. Et sur le battle retour, il va se faire surprendre par un Jason Banet. Par un Jason Banet qui... En fait, tout simplement, Locat n'a pas de jump starté. Et Jason Banet, il a filé tout droit.
Et il était déjà à 5-10 mètres, donc c'était fini, malheureusement. Ouais, c'est grave. Merci à Equinox pour le follow, merci à toi. Donc sacré, on n'a pas eu la battle tant attendue. Je pense qu'on... Franchement, au Val de Vienne, on va se régaler entre eux deux. S'ils s'affrontent au Val de Vienne, on va se régaler entre eux deux. Je pense bien, ouais. C'est monstrueux ce qu'ils font en tout cas. Et voilà. Locatelli qui va remporter la petite finale contre Steve Leiber. Donc il finira une très belle 3e place. Félicitations à lui. Et en finale, on va se le mettre en fond parce que il faut qu'on parle des deux comparses là. Parce que les deux comparses, que ça soit Jason Banet et Jem Fourel, n'ont pas volé leur place. D'abord, Jem Fourel. Jem Fourel, comme son frère. Enfin, c'est la première chose que je lui ai dit avant de sauter dans ses bras. Il a enfin son podium au CFD, totalement mérité. Des années de travail dur. Déjà, on avait entrevu son talent à l'Iron Drifting l'année dernière. Le top 2, juste derrière l'Iron Drifting, a tout changé dans sa carrière. Vraiment, ça l'a débloqué. Il éteint son cerveau plus facilement, il est plus assidu en battle. La M2 commence à être efficace. Elle manque encore un peu de vitesse. Je pense qu'ils peuvent encore travailler dessus et ça peut devenir une arme redoutable. Mais Jem Fourel a enfin son top 2. Ça continue à se débloquer et il mérite totalement sa place et il la mérite totalement. Donc c'est totalement mérité. Bravo à lui, à Jem, et bravo à toute l'équipe Supreme Drift parce que le week-end n'a pas été facile. Lou a eu des problèmes de turbo. Ils ont changé un turbo, si je dis pas de bêtises. Brian, est-ce qu'on pourrait... Attends, là tu me lances sur un truc, Ryan, après. J'ai un timing serré, j'ai mon RER dans 1 heure, j'ai un timing un peu serré, même pas dans 1 heure. Lou a éclaté son turbo, voilà. Lou a éclaté son turbo, problème de suspension chez Jem, ils ont pas commencé de la bonne manière. Ils ont réparé toute la nuit. Turbo... Ah ouais, voilà. Merci Manolo. Donc pour vous expliquer, comme je redis, les Supreme Drift ont passé un week-end très dur. Ils ont fait de la mécanique toute la nuit. Et Jem finit à une 2e place et Lou termine à une très belle place. Et ouais, donc ça a été très dur mais c'est totalement mérité. Et puis que dire de Jason Banet? Est-ce qu'on va inventer un mème sur Jason Banet comme on fait avec Mark Verstappen? Genre quoi qu'il arrive, c'est Jason Banet qui gagne à la fin. Non, franchement, il faut revenir sur ça. Mais Jason Banet est monstrueux, quoi, encore une fois. Monstrueux Jason Banet. Il n'a pas été serein tout au long du week-end. Le 0, ça lui a fait peur. Il y a plein de choses qui m'ont fait peur. Donc voilà. Mais Jason Banet est là. Et vraiment là. Donc il a gagné la première manche. C'est très fort. Il est sur une belle série. Le Driftmaster lui a ouvert ses portes pour plus d'une manche. Le Drift Pain, il est leader du Drift Pain. Il est leader du Drift... du championnat de France de drift. Qui va arrêter Jason Banet? La mécanique peut-être, je sais pas, mais il a pas vécu un week-end parfait. Mais en tout cas, la fin de week-end a été monstrueux. Il s'est montré tel un champion de France. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Jason. Jason a un niveau égalable en France. Oui, mais il y en a plusieurs qui sont sur son chemin, qui sont sur le chemin de ce niveau. Et Locat, je pense, c'est pas parce que ce que j'ai vu de Locat ce week-end, avec une caisse soi-disant pas à 100%, il y a peut-être quelque chose. Mais en tout cas, c'était un très très beau round. On a eu du spectacle jusqu'à la fin. Un top 3 incroyable élite, un gros niveau élite, des surprises, des battles 1. L'un des meilleurs rounds de l'histoire du CFD, clairement, pour cette première nocturne. Clairement. On en a eu des battles, mais bon, voilà. On va finir sur les tops et sur les flops, les gars. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Ça va pas être un top flop. Ça va pas être un top flop avec les pilotes. Parce que j'en ai déjà parlé de ceux où j'ai été un peu déçu et tout. Mais par contre, je vais vous parler de mes top flops tout court. Il y en a eu plusieurs. Déjà, je commence par les tops ou par les flops, les gars? Je pense qu'on
Ouais, je commence par les tops, parce qu'après les flops, on en parlera un peu. Top, l'organisation, premièrement. Je sais que ça a beaucoup décrié, etc. du côté... on a eu beaucoup de... Attends, les flops, on va y revenir parce qu'il faut qu'on en parle un peu. Mais pour revenir au top, les gars, l'organisation... Bravo à la Red Team, bravo à tous les membres de la Red Team dans les paddocks, etc. On n'a eu aucun gros problème. On s'est senti la sérénité à plein nez. Même quand il y a eu un retard de live, le show doit continuer. Enfin, vraiment beaucoup de choses. Vraiment, bravo. Bravo à l'organisation. Bravo à l'organisation. Du côté média, c'était incroyable et tout était sous contrôle et je tenais à féliciter la Red Team parce que vous êtes incroyables. Voilà. Le public, les gars, le public. Je vais vous expliquer quelque chose. Je regarde du catch. Les gars, le public français a fait le tour du monde grâce à son ambiance. Les gars, le feu que vous avez mis là-bas, c'est comme ça qu'on va avoir le Drift Master chez nous. Et pas pour une manche avec le CFD. Le Drift Master tout court. Vraiment. On a le meilleur public de drift au monde. J'ai pas peur de le dire. Que ça va... il se reconnaîtra parce que je l'ai retrouvé sur Insta. Le mec au mégaphone. Et je sais qu'il va regarder ça en live sur YouTube aussi. Mec, t'as mis le feu. Je parle avec les gars de Barjozoku et je sais que vous êtes là derrière votre écran. Et je tenais à vous féliciter, à vous dire merci parce que vous avez mis l'ambiance de ouf. Et tout le monde a suivi. On a un très beau public qui fait du bruit, etc. Troisième top, et ça, Brian, t'es dedans. Les wildcards. Les wildcards ont été extrêmement bien choisis. Si je dois vous dire les résultats de toutes les wildcards, en loisir, c'est une wildcard qui a gagné. En pro, c'est une wildcard qui a gagné et les 3 wildcards des pros étaient qualifiés pour le top 16. Et en élite, on a eu quand même 2 wildcards qualifiés, un top 16 et un top 32. Les wildcards ont été impressionnantes sur ce week-end et j'adore quand les wildcards font du sga comme ça et ils chamboulent un peu le championnat. Donc ça fait extrêmement plaisir et bravo à eux pour leur performance, à Brian et Anthony Bronzino, mais aussi aux autres wildcards qui ont régalé ce week-end et je pense qu'on les reverra très vite au CFD. Et enfin, le dernier top, vous le savez ça, le dernier top, mais je pense que ça vous le savez, bah, c'est tout simplement la séparation catégorie élite et pro. Il n'y a pas photo. C'est la meilleure décision que le CFD a prise. La catégorie pro et élite, on a vu le gap de niveau entre les deux et on se régale entre les deux. Et chacun est à sa place. C'est totalement mérité. Et on va se régaler tout au fond de la saison et je vais suivre les 2 catégories de près au CFD. Et donc voilà. Mais le pro, on s'est régalé et je pense que ça va être pas mal. Concernant les flops, c'est pas vraiment un flop, mais je vais faire mon chieur. Les pauses. Je sais que ça a pas mal parlé sur les pauses. Il y a eu trop de pauses. Nanana. Moi, pour moi, la pause du top 16 entre le top 16 pro et le top 8 pro était pas obligée. Ils auraient pu la laisser. Pour laisser... voilà, les pauses, moi j'aurais fait... Déjà, la journée de dimanche, comment je l'aurais fait? Ça reste mon avis, les gars. Ils ont super bien organisé ça. C'était très bien d'avoir plein de pauses, etc. Mais moi, j'aurais organisé ça. J'aurais fait que des essais pro 1 heure le matin. Et après, j'aurais enchaîné avec le top 16, top 8, top 4, tout pro. Bam, pause. Ensuite, essai élite seulement. Top 32, 2 heures de pause. Top 16 en nocturne. Moi, j'aurais enchaîné comme ça. Mais ça reste mon avis. Ça reste que mon avis. Ils ont voulu faire autrement. Peut-être que ça changera. Peut-être que ça changera pas. Mais moi, j'aurais fait comme ça. Voilà, j'aurais fait tout le top 16 pro pour que ça s'enchaîne, ça mette de l'ambiance et tout. On fait une petite pause pour manger. Et après, voilà. Donc, voilà. Flop chez les pilotes, les gars. Le tuning. Ils étaient où, les néons, bordel? Je parle pour les pilotes élite, là. Ils vont m'entendre. Hein. Que ça soit Jason, que ça soit Mathias. Je m'en fous qu'il y ait eu des flammes, tout ça, l'anti-lag. Mettez des LED, les gars. Et la première nocturne. Il n'y a que Josu qui a fait vraiment un truc beau. Les gars. Vraiment. Genre, je m'attendais tellement à plus de tuning et tout.
Je suis trop déçu pour le top 16. Genre, c'était bien, mais il manquait le côté néon et tout qu'il y a au Drift Master ou au Formula Drift, quoi. Mais ouais, Guigui l'a fait. Il y en a plein qui l'ont fait, mais qui ne sont pas passés. Donc, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Même la voiture de Rottier avec un néon blanc, ça l'aurait fait. Mais bon, voilà. Mais moi, c'est mon petit truc que je dois dire sur les néons, quoi. Voilà. Le dernier. Ouais. Je voulais revenir sur Adix parce que j'ai vu quelqu'un dans le chat. Si Adix, tu passes par là. Je sais que j'ai dit mon avis sur sa place en tant que parrain au CFD, mais il faut dire qu'il a tenu la baraque au Val d'Argenton. Il a été dans le public, il a été partout Adix. On peut ne pas être fan de ce qu'il fait. Mais en tout cas, énorme travail de la part d'Adix. Merci à lui pour l'ambiance qu'il a mis tout au long du week-end. Et respect, et j'ai hâte de te rencontrer. Je pense qu'un jour, on pourra parler vraiment et puis discuter. Et ça serait vraiment cool. Voilà, c'est mon petit mot pour Adix. Voilà. Mais bon boulot. Et la dernière, c'est le monde. Alors, je vais vous dire un truc par rapport au monde, les gars. Et tout le monde s'est plaint du monde. On pouvait faire le circuit à 360. Je suis d'accord, le monde, etc., il y avait beaucoup de monde. Mais s'il n'y avait pas beaucoup de monde, le CFD ne marcherait pas, etc. Il ne faut pas oublier que le monde... Mais en fait, le monde, oui, il y avait énormément de monde, mais c'est ce qui fait le CFD aujourd'hui. Et c'est ce qui va être monstrueux pour le CFD dans des années. C'est grâce à vous, il ne faudra pas oublier. Voilà, il y a eu quelques comportements. Moi, je me suis embrouillé avec des gens dans des escaliers alors que je suis média. Il faut faire confiance au CFD. Moi, j'ai totalement confiance sur leur gars au CFD. Ça se trouve, pour la finale, on aura une autre tribune itinérante. On aura un autre truc. Maintenant, vu qu'ils ont réussi ça, voilà, le CFD, ils sont en train de grossir. Et des fois, ouais, ils pensent pas à tout, etc. Parce que la Nocturne a été un succès, mais ils ont clairement mis le paquet sur la Nocturne. On a eu des flammes, on a eu plein de trucs. On a eu des trucs qu'il n'y a pas dans d'autres championnats. Donc voilà. Donc honnêtement, merci de CFD. Voilà. Mais c'est juste les 3 flops que j'ai à dire. Les gars, c'est sur ces images qu'on se termine. Merci encore au CFD pour ce week-end, ça a été incroyable. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Likez, partagez, commentez, n'oubliez pas. On se dit à plus tard YouTube. Merci d'avoir été là. Ciao. I'm coming for the throne.